Salam alaikum. Donc je vais vous présenter un chapitre concernant l'électrocinétique. Alors c'est un cours qui traite les charges électriques et leur déplacement, donc le mouvement des charges. Justement, si je veux définir ce que c'est que l'électrocinétique, je peux dire que c'est une branche de l'électricité qui s'intéresse principalement à l'étude des courants électriques ou bien aux effets des charges électriques qui sont en mouvement. On va commencer par définir ce que c'est que le courant électrique. Alors, la circulation des porteurs de charge, qui généralement c'est des électrons, donne naissance au courant électrique. Donc, circulation des charges, elle me donne le courant. L'intensité du courant électrique de symbole I est la grandeur qui quantifie le débit de charge. Quand je dis elle quantifie le débit de charge, ça veut dire elle lui donne une valeur numérique, une quantité. Cette intensité s'exprime en ampères et elle est donnée par la formule I égale dQ sur dt. Ça veut dire que l'intensité I, c'est la variation de la charge par rapport au temps, dans le temps. Deuxièmement, la densité de courant J, on la définit à l'échelle locale. À l'échelle locale, ça veut dire A2 à une distance très petite, donc une très petite portée. Donc le vecteur densité de courant s'écrit J égale à NQ fois V, tel que N c'est le nombre de charges par unité de volume, Q c'est la charge, et bien sûr V c'est la vitesse de la charge Q à un instant donné. Si on pose ici N fois Q égale à delta, j'obtiens que J, la densité de courant, s'écrit delta fois V. Alors delta ici s'appelle une densité volumique de charge. Maintenant, si nous avons plusieurs types de porteurs de charge, la densité de courant totale va être une sommation sur tout ce type de charge. Donc, c'est la sommation de I jusqu'à N, de NI, QI, VI, tel que I ici, c'est le nombre de types de charge. Maintenant, si le porteur de charge est l'électron, et on sait bien que l'électron a une charge négative, j'obtiens que la densité de courant J soit égale à moins NE fois V. De moins, il vient de la charge négative de l'électron. Alors, dans ce cas précis, le sens du courant est l'inverse du sens du déplacement des électrons. Ça traduit la réalité. Parce tout le monde sait que quand les électrons se déplacent dans un sens, nous avons le courant qui circule dans le sens inverse. Troisièmement, la relation entre la densité de courant et l'intensité de courant. Donc, on va considérer un conducteur et ce conducteur est parcouru par un courant électrique I, donc il va posséder une densité de courant J. Alors, la densité de courant J va s'écrire comme étant la dérivée de l'intensité de courant par rapport à la section. Donc S ici, c'est la section, c'est pas la surface de tout le conducteur. Une section, on appelle en arabe al-maqta'. Quand je prends un fil cylindrique, un fil conducteur de forme cylindrique, la section de ce fil est un disque. Donc quand je coupe le fil, je trouve un disque. C'est ça la section. Donc facilement, j'obtiens que la densité de courant J, elle est égale à I sur S. Maintenant, si je pose ce morceau de conducteur dans un champ électrique, donc quatrièmement, la présence d'un champ, soit un conducteur placé dans un champ électrique E, considéré comme une source externe. Alors, le mouvement des charges va être influencé par la présence du champ. Et E, le champ E, va accélérer les charges.
Donc, la vitesse des charges va s'écrire mu fois E, tel que mu, c'est une constante. Elle est appelée la mobilité du porteur de charge dans le milieu considéré. Donc, elle dépend du porteur de charge et elle dépend du milieu. Si je prends le porteur de charge, c'est l'électron, si je le place dans le milieu qui est le vert, la mobilité va être différente si je place l'électron dans un milieu qui est le vide, par exemple. C'est pas la même chose. Alors, V, c'est mu fois E. On sait aussi que la densité de courant, c'est NQ fois V. Et comme chaque porteur de charge K est muni d'une vitesse Vk, alors la densité de courant, J, va être une sommation sur le type de charge K ici. Donc, sommation de NK, QK fois Vk. Elle est égale, je remplace N fois Q par delta, la densité. Donc, delta fois Vk, delta K fois Vk. Elle est égale par, qu'est-ce que je vais remplacer? Je remplace le Vk parce que je viens de trouver en haut, donc mu fois E. Donc, la densité J va être égale à la sommation de delta K mu K fois E. Pourquoi j'ai pas mis le K sur E? Parce que E ici, c'est un champ constant. Donc, il ne dépend pas de type de porteur de charge. C'est une constante. Ben justement, je peux faire sortir le E de la sommation. Et il me reste uniquement J égale à E fois la sommation de delta K mu K. Si je pose la sommation de delta K mu K égale à sigma, j'obtiens que J égale à sigma E. Et sigma ici, elle est appelée la conductivité du matériau. Alors sigma, c'est la densité multipliée par la mobilité. Alors l'unité de sigma, c'est le ohm mètre. Généralement, vous ne connaissez pas sigma, mais vous connaissez ce qu'on appelle la résistivité ρ, qui est l'inverse de sigma. Donc sigma, c'est 1 sur ρ. Cinquièmement, la résistance électrique R. Donc un conducteur AB de longueur L et de conductivité sigma. Alors quand je dis un conducteur AB, ça veut dire les extrémités du conducteur, c'est AB. Ça veut dire que la longueur AB, elle vaut L. Ce conducteur est parcouru par un courant électrique d'intensité I. Alors, la différence de potentiel DDP entre le point A et B, elle est notée U égale à V1 moins VB. Cette différence de potentiel U, elle peut s'écrire aussi en fonction de la circulation du champ électrique E le long d'une ligne de courant E à l'intérieur du conducteur, et je peux écrire que U égale à l'intégrale de A jusqu'à B, donc j'intègre sur toute la longueur du conducteur, de E fois dl. Alors ici, on remarque que nous avons un produit scalaire entre deux vecteurs E et dl. Alors, ce produit scalaire, normalement, il est égal à E, la norme de E fois la norme de dl, fois le cosinus angle alpha qui existe entre E et dl. Cependant, E et dl sont collinéaires, ça veut dire qu'ils évoluent dans le même sens. Autrement dit, il n'y a pas d'angle entre E et dl. Le alpha entre E et dl vaut 0, c'est-à-dire que le cosinus alpha, il est égal à 1. Et donc, le produit scalaire entre les deux vecteurs E et dl se simplifie uniquement à un produit entre la norme de E et la norme de dl. Et je vais directement intégrer U égale à l'intégrale de A à B de E fois dl. Le E, il sort de l'intégrale, il reste uniquement l'intégrale de dl. Et l'intégrale de dl entre A et B, c'est L, ou bien AB. AB a une longueur L. Alors aussi, on sait que DI, il est égal à JDS.
Et J, c'est sigma E. Donc, je vais remplacer J par sigma E. Je trouve que DI égale à sigma fois E fois ds. Alors, je fais intervenir l'intégrale des deux côtés pour trouver le I. Et l'intégrale va porter sur la section. Donc, j'obtiens que I égale à sigma fois E fois S. Alors, je vais combiner les deux relations étoiles et 2 étoiles. Et précisément, je vais diviser U sur I. Donc, étoile divisé par 2 étoiles. Et je trouve que U sur I va être égal à L sur sigma S, que je vais appeler R. Donc, ce R, c'est une constante. L sur sigma S, c'est une constante. Pourquoi? Parce que la longueur L du conducteur, c'est une constante. La conductivité sigma, c'est une propriété intrinsèque due au conducteur et c'est une constante. Et la section du conducteur est une constante aussi. Ou bien, je peux agir sur le côté U sur I et je dis que I, le courant I est le même en tout point du tube conducteur et que VA et VB sont constants. Et donc, ça veut dire que U et I sont tous les deux constants, ce qui donne que le rapport U sur I est une constante et donc R est une constante et c'est la résistance du conducteur considérée. Alors, la relation R égale à U sur I est connue par la loi d'Ohm. R égale à L sur sigma S peut s'écrire aussi L égale à ρ L sur S, ça veut dire en fonction de la résistivité du conducteur. Alors, R s'exprime en ohm et on donne le symbole. Et la conductance G d'une portion de conducteur, c'est l'inverse de la résistance. Donc, elle s'exprime en Siemens. Sixièmement, la puissance électrique P. Alors, lorsqu'un conducteur de résistance R est parcouru par un courant I, il y aurait production de chaleur. Donc, moi, je donne au conducteur une énergie électrique et lui, il va la transformer et il va me donner une énergie thermique. C'est communément connu sous l'effet Joule. Donc, l'énergie produite pendant le passage de courant peut être déterminée en se servant du travail des forces électriques, dW. Tel que dW, c'est le potentiel U, qui est VA-VB, fois dQ, la variation de la charge. Alors, on va aller plus loin, on va remplacer dQ par IDT. Et je trouve que dW, c'est VA-VB fois dTT, fois dt. Alors, d'après la loi d'Ohm, nous avons U égale VA-VB égale à RI. Alors, je remplace dW, c'est U fois I fois dt. Donc, c'est RI au carré fois dt. Enfin, dW sur dt, c'est RI au carré et c'est UI. Alors, cette équation, ou bien ce qu'on vient de trouver en dernier, je vais l'appeler P et je vais l'appeler aussi la puissance électrique du conducteur. Ainsi, pour assurer le passage d'une quantité déterminée de courant électrique, donc pour qu'il n'y aurait pas de perte et pas de transformation d'énergie, il faudra fournir une puissance P définie par les relations équivalentes P égale RI au carré, P égale U au carré sur R, ou bien P égale à U fois I. Alors, septièmement, association des résistances. Alors, dans un circuit, les résistances peuvent être groupées soit en parallèle ou bien en série. Alors, on commence par le branchement de résistance en série. Donc, nous avons le schéma en face. Alors, quand les résistances sont en série, ça veut dire la sortie de la première résistance va être reliée avec l'entrée de la deuxième résistance, ainsi de suite. Donc, ces résistances vont être parcourues par un courant I.
Alors, au début, avant la première résistance, j'ai un potentiel V0. À la fin de la première résistance, à la sortie, j'ai un potentiel V1 qui va être l'entrée de la deuxième résistance. Alors, à la sortie de la deuxième résistance, j'ai un potentiel V2 qui va être à l'entrée de la troisième résistance, ainsi de suite. Et donc, U, le potentiel de toute la chaîne, va être une sommation de tous les potentiels au bord de chaque résistance. Et donc, ça va être V0 moins V1, plus V1 moins V2, plus, etc. jusqu'à Vn moins 1 moins Vn. Je vais ouvrir les parenthèses et je vais simplifier, et parce qu'il y a des termes qui vont partir. Et donc, je vais aboutir à U égale à V0 moins Vn. Je vais utiliser la loi d'Ohm et je remplace le potentiel V par RI. Et je trouve que U égale à R1 fois I plus R2 fois I plus etc. jusqu'à Rn fois I. Alors le I, il ne change pas, c'est pour ça qu'on a gardé le même I. Donc je vais faire sortir le I justement comme facteur en commun et je vais avoir U égale à la sommation de toutes les résistances fois I. Et ça, c'est la résistance équivalente. Ça veut dire que dans le cas d'un branchement en série, la résistance équivalente va être la sommation de toutes les résistances qui sont dans le circuit en série. Alors dans ce cas, les résistances qui sont groupées en série sont parcourues par le même courant électrique I. Aussi, les potentiels au bord des différentes résistances sont différents. Ces deux résistances sont parallèles. Donc, voici le schéma devant vous. Nous avons un courant qui va venir du haut. Il va trouver ce qu'on appelle un nœud et il va se diviser pour passer dans les différentes résistances. R1, R2, R3 jusqu'à Rn. Alors, le courant I se sépare dans les branches en un courant. Et donc, le I va être la sommation de tous les courants qui se séparent. Donc, sommation sur I, indice I. Alors, je remplace le I par U sur R, c'est la loi d'Ohm. Alors, normalement, j'écris UI sur RI. Bon, RI, c'est juste parce qu'il y a plusieurs résistances. Cependant, pour UI, je n'écris pas l'indice I parce que quand j'ai un branchement en parallèle, il y a le même potentiel qui est au bord de chaque résistance. Donc, il n'y a pas de UI, mais il y a simplement le U. Donc, U sur RI et donc U sur R équivalente. Alors, je vais remplacer, donc I égale à U12 sur R. Et quand je dis U12, c'est un potentiel au bord de la première résistance ou bien au bord de la deuxième, de la troisième, de la anième, c'est le même potentiel. Moi, j'ai choisi d'écrire U12, c'est tout. Vous pouvez bien l'écrire U. Donc, I égale à U sur R est égal à U sur R1 plus U sur R2 plus U sur R3 jusqu'à U sur Rn. Je vais faire sortir le U comme facteur en commun et je vais aussi remplacer I par U sur R et je vais trouver que 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus etc. jusqu'à 1 sur Rn. Ça veut dire que dans le cas d'un groupement de résistance en parallèle, le 1 sur R équivalente est égal à la somme de 1 sur Ri, tel que I varie de la première jusqu'à la nème résistance. Huitièmement, maintenant, on va analyser un réseau électrique. Alors, on va passer d'abord par quelques définitions qui sont très importantes. On va commencer par ce que c'est qu'un dipôle.
Alors, un dipôle, c'est un élément électrique qui possède une borne d'entrée et une borne de sortie. Il est qualifié d'actif lorsqu'il fournit de l'énergie, comme un générateur, une pile par exemple, ou bien il est passif lorsqu'il consomme de l'énergie. Un réseau maintenant, c'est un circuit complexe, constitué d'un ensemble de dipôles. Donc un réseau, c'est un circuit complexe dans lequel on trouve des résistances, des générateurs, des condensateurs, des galvanomètres. Tous ces éléments seront reliés entre elles dans ce réseau. Maintenant, un nœud, c'est un point qui aboutisse au moins 3 dipôles. Donc un nœud, c'est un point dans lequel va venir les fils qui sortent de 3 dipôles. Une branche, maintenant, c'est une portion de réseau comprise entre 2 nœuds. Donc, je prends le premier nœud, je prends le deuxième. Entre ces 2 nœuds, le fil qu'il y a entre ces 2 nœuds, je l'appelle une branche. Une maille, finalement, elle est constituée par un ensemble de branches formant un circuit fermé. Alors, en 8.2, on va aborder les lois de Kirchhoff. Ce sont des lois établies par l'Allemand Gustav Kirchhoff en 1845. Et ces 2 lois, il y a 2 lois, dont les lois de Kirchhoff, ces 2 lois ont beaucoup aidé l'électricité et l'électrocinétique. Donc la première loi, elle s'appelle la loi des nœuds. L'énoncé, il dit, en un nœud d'un circuit, la somme des intensités des courants entrantes est égale à la somme des intensités des courants sortantes. Donc là, j'ai mis la somme de I entrant égale à la somme de I sortant. Alors techniquement, la valeur de I est affectée par un signe plus si le courant arrive au nœud considéré, et elle est affectée d'un signe moins si le courant s'éloigne du nœud. Alors cette loi signifie que les charges ne s'accumulent pas, elles s'écoulent en un nœud du réseau et obéissent à la règle de la conservation de la charge électrique. J'ai donné un exemple. Alors j'ai donné un nœud où aboutissent 5 courants, I1, I2, I3, I4 et I5. Donc on remarque bien que I1 il entre, I2 il sort du nœud, I3 il sort du nœud, I4 il entre et I5 il sort. Donc je vais appliquer la loi des nœuds et je vais écrire la somme des courants entrants, donc I1 plus I4 égale à la somme des courants sortants, I2 plus I3 plus I5. La deuxième loi, c'est la loi des mailles. Alors l'énoncé dit, en une maille d'un circuit électrique, la somme algébrique des produits de résistance par intensité de courant correspondante est égale à la somme des forces électromotrices. La force électromotrice, c'est un générateur. Alors, je simplifie. Donc, j'écris que la somme des potentiels des générateurs, elle est égale à la somme des potentiels des résistances. Où ça? Dans une maille. D'abord, je considère une maille. Et je vais appliquer que la somme des potentiels des générateurs est égale à la somme des potentiels des résistances. Ou bien, je vais écrire la somme de E du générateur moins V des résistances est égale à 0. C'est la même chose. Alors techniquement, on procède de la manière suivante. Premièrement, on va choisir un sens arbitraire du courant, parce qu'on ne connaît pas le sens du courant. Donc je choisis un sens arbitraire. Deuxièmement, on représente les différents potentiels RI des résistances et on représente
les potentiels des générateurs. Donc, quand je dis je représente les potentiels, ça veut dire que je représente les potentiels par rapport à ce que j'ai écrit, ce que j'ai choisi comme sens du courant pour les résistances. Parce que pour les générateurs, je connais le potentiel, le sens du potentiel. Par contre, pour une résistance, le potentiel, il dépend du courant. Et précisément, c'est le sens inverse du courant. Troisièmement, on impose un sens arbitraire de parcours de maille. Généralement, c'est une boucle. Je vais mettre à l'intérieur de la maille une boucle avec un sens positif. Et cette boucle, je vais la considérer comme un sens de projection des potentiels. Si on peut simplifier, c'est le repère. Donc, c'est l'axe de projection, c'est la boucle de projection. Finalement, chaque terme RI est affecté d'un signe positif si le sens de son potentiel coïncide avec le sens du parcours imposé. Sinon, on l'affecte d'un signe négatif. Alors, j'ai choisi un exercice d'application qui est le suivant. On considère le montage présenté par la figure ci-dessous, où E1 et E2 désignent les forces électromotrices de deux piles électriques. R1 et R2, deux résistances variables. Alors, il y a aussi un galvanomètre de résistance interne R3 qui est placé en série avec E2 sur la branche AB. Alors, calculez le courant I3 qui traverse le galvanomètre et en déduire I2 et I1. On donne R1 égale à 1000 ohms, R2 égale à 500 ohms, R3 égale à 0,01 ohms, E1 égale à 8 volts et E2 égale à 3 volts. Et comme deuxième question, calculer la puissance dégagée par la résistance R2. Donc, on va appliquer les lois de Kirchhoff, bien sûr, pour la solution. Et les lois de Kirchhoff me disent que d'abord, je dois choisir le sens du courant. Donc, j'ai choisi un sens du courant. Je commence par I3 qui va parcourir le galvanomètre, qui va sortir du générateur E2. Alors, le I3 va trouver un nœud. Il y a aussi le I1 qui va venir du générateur E1, d'en haut. Donc, I3 et I1 vont se mélanger et s'ajouter pour donner un courant I2 qui va parcourir la résistance R2. Alors, après ça, on va représenter les potentiels. Donc, les potentiels sont représentés sur le schéma en noir. Pour E1 et E2, il n'y a pas de souci. Bien sûr, c'est de l'armature moins vers l'armature plus, ou bien du pôle moins vers le pôle plus. C'est connu. Et pour les résistances, R1 et R2, et pour le galvanomètre, c'est l'inverse du courant qui parcourt les résistances. Alors, ensuite, en troisièmement, on va choisir une boucle qui me donne un sens de parcours sur lequel je vais m'appuyer pour faire la somme algébrique des potentiels. Donc, j'ai fait exprès de choisir une boucle de gauche à droite vers le haut et une autre boucle qui est de gauche à droite vers le bas. Bon, le sens de la boucle, il dépend de celui qui fait l'exercice. Donc, il n'est pas important, vous prenez n'importe quel sens pour la boucle. Plus important, c'est de le suivre et de bien faire les projections de vos potentiels. Et on va appliquer les lois de Kirchhoff. Donc, on va commencer par
la loi des nœuds. Alors ici, nous avons deux nœuds identiques, mais vraiment identiques. Alors le premier nœud, j'écris la somme des courants qui entrent, donc I1 plus I3. Qu'est-ce qui sort? Il sort I2. Et si je vais écrire, je prends le deuxième nœud là-bas. Alors j'ai un I2 qui va entrer et j'ai I1 et I3 qui vont sortir. Donc I2 égale à I1 plus I3. Donc vous remarquez bien que les deux nœuds sont équivalents. Donc voilà, la loi des nœuds, I1 plus I3 égale à I2. Maintenant pour la loi des mailles, je prends la première maille. Et qu'est-ce qu'il y a dans la première maille? Il y a le potentiel E1. Il y a le potentiel V1 et il y a le potentiel V2. Pour la maille 1, ça veut dire que c'est la maille qui est en haut. Donc j'ai E1, V1 et V2. Alors si maintenant je vais m'intéresser à la projection, je projette sur la boucle verte. Donc je remarque que E1 c'est dans le même sens que la boucle verte. Ça veut dire que c'est un plus E1. Je remarque que V1 c'est dans le sens inverse de la boucle verte. Ça veut dire que j'ai un moins V1. Et je remarque aussi que V2 c'est dans le sens inverse de la boucle. Ça veut dire que j'ai un moins V2. Donc E1 moins V2 moins V1 égale à 0. J'ai remplacé le V2 par R2I2. J'ai remplacé le V1 par R1I1. Je passe maintenant à la boucle, la maille 2. Alors pour la maille 2, j'ai le potentiel E2, j'ai le potentiel V3 et j'ai le potentiel V2. Alors je vais projeter sur le sens de la boucle verte qui est en bas et je remarque que E2 c'est dans le même sens que la boucle, que V3 c'est dans le sens inverse de la boucle et que V2 c'est dans le sens inverse de la boucle. Donc j'aurai E2 moins V3 moins V2 égale à 0. Je remplace V3 par R3I3 et je remplace V2 par R2I2. Alors nous avons obtenu finalement trois équations. La première c'est la loi des mailles, la loi des nœuds pardon, et les deux autres c'est des équations qui proviennent des lois des mailles. Alors maintenant ces trois équations, quand je dis équations ça veut dire qu'il y a des inconnus. Quels sont les inconnus pour ces trois équations? Eh bien c'est I1, I2, I3. J'ai trois équations à trois inconnus. Donc normalement, mathématiquement, c'est faisable. Je peux résoudre ce système, soit en utilisant la méthode de remplacement, soit en utilisant la méthode du déterminant. Alors là, je crois que j'ai utilisé la méthode du remplacement. Donc j'ai pris la première, j'ai fait sortir I1. C'est I2 moins I3 que j'ai remplacé dans la deuxième. Et j'ai obtenu une quatrième équation. Ensuite, j'ai pris la troisième et j'ai fait sortir le I2. Et donc, on va remplacer l'équation 5 dans l'équation 4 pour éliminer le I2 et avoir uniquement le I3. Et donc, je peux trouver que I3 égale R1 plus R2 fois E2 moins R2 E1 sur R1 R2 plus R2 R3 plus R1 R3. Application numérique, je trouve que I3 égale à 0,3099 ampères. Alors quand j'ai trouvé le I3, je peux facilement trouver le I2 et le I1. Comment? En remplaçant par exemple dans l'équation 4. Regardez bien l'équation 4. Alors, quand j'ai le I3, je peux facilement trouver le I2. Et aussi, je peux prendre l'équation 5 directement pour calculer le I2. Et pour le I1, je peux utiliser l'équation 1 ou bien l'équation 2. Donc, finalement, je trouve que I2 égale
à 0,00599 ampères et que I1 égale à 0,00520 I1 égale à 0,05009 ampères. Alors on remarque bien que les trois valeurs des intensités de courant qu'on a calculées sont positives. Ceci veut dire que le sens qu'on a donné au courant tout à fait au début, qu'on a imposé, qu'on a choisi, c'est le bon sens. Si on avait trouvé une valeur négative de I, ça veut dire que le sens de I, c'est l'inverse de ce qu'on a supposé. Alors dernièrement, pour la puissance dégagée par R2, on va simplement utiliser la loi P égale à R2 fois I2 au carré. Donc nous avons le R2, nous avons le I2, on fait une application numérique et on trouve que P égale à 18 fois 10 puissance moins 3 watts.